matin, dans le cadre de ces 3 jours passés dans le Cher, nous étions au Krebs à Bourges pour évoquer au fond 2 sujets. Le premier, c'est un sujet de très court terme, parce que la réaction a été très rapide, c'est la préparation de la rentrée prochaine. Ici, au Krebs de Bourges, en bonne intelligence avec l'Université d'Orléans, se créera au mois de septembre une première année de licence de STAPS dans le cadre de la création de places universitaires décidées par le gouvernement pour faire face à l'augmentation du nombre d'étudiants. Vous savez que la loi sur l'orientation et la réussite des étudiants, qui a été adoptée par le Parlement et qui est mise en œuvre, prévoit une transformation des modalités d'accès au premier cycle universitaire. Pour accompagner l'augmentation du nombre d'étudiants, il faut à la fois mieux orienter, c'est l'objet de la loi, et aussi accroître, dans toute la mesure du possible, les capacités d'accueil dans les filières qui sont les plus en tension. C'est ce qui va se faire ici, grâce à une très belle coopération que je veux saluer entre le Krebs à Bourges et l'Université d'Orléans. L'Université d'Orléans avait déjà des sites décentralisés ici à Bourges, mais très rapidement, au mois de janvier, compte tenu de la progression du nombre de demandes, la décision a été prise de pouvoir ouvrir 60 places cette année, 120 places l'année prochaine. Et je pense que c'est une bonne façon de montrer qu'on peut à la fois augmenter les capacités d'accueil, on peut imaginer des belles opérations d'aménagement du territoire et donc le développement de l'enseignement supérieur sur des sites, je pense à Bourges, sur lesquels il est déjà présent, mais qui ne sont pas des grandes villes universitaires. Ça n'est pas faire injure à Bourges que de dire cela. Et je pense que c'est une bonne façon de montrer que l'augmentation de la capacité d'accueil qui a été décidée, souhaitée, encouragée par le gouvernement, est en train de se mettre en place. C'était le premier objet de cette visite. Le deuxième objet de cette visite, c'était de parler d'un sujet qui est lui beaucoup plus lointain, mais qui était évidemment important, c'est la préparation des Jeux Olympiques. Parce qu'ici, à Bourges, on est à 2 heures de Paris, mais on entraîne des très jeunes sportifs qui, lorsqu'ils vous parlent des Jeux Olympiques, ont les yeux qui brillent, qui sont déterminés à travailler pendant 6 ans pour essayer de se qualifier pour les Jeux Olympiques, pour essayer de participer à cette grande fête sportive. Et je veux dire que c'est assez impressionnant de voir les jeunes gens qui n'ont aucune certitude sur leur capacité de se qualifier, mais qui d'ores et déjà s'organisent, travaillent, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour essayer d'être à la hauteur de leurs souhaits et de leurs rêves. Et je dois dire que c'est un très beau message d'espoir et de ténacité qu'ils nous offrent. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que le Krebs à Bourges se prépare pas seulement en entraînant des sportifs, mais aussi en essayant avec les autres Krebs, les 17 Krebs qui existent en France, de s'organiser pour pouvoir accueillir le moment venu des équipes, des athlètes, ce qui permet aussi à Bourges et au Cher en général de participer à cette aventure olympique et puis de pouvoir expliquer, montrer ce qu'est cette aventure olympique sur l'ensemble du territoire. C'était les 2 objets de cette venue du matin, à laquelle s'est ajouté un entraînement de boxe très matinal. Et voilà. Et puis, pendant ces rencontres, j'ai eu l'occasion de rencontrer à leur demande une délégation de la CGT, composée du représentant local de la CGT du Cher, d'une représentante de la CGT de l'hôpital de Bourges et puis d'un cheminot, ce qui nous a permis d'évoquer rapidement, dans une ambiance à la fois très calme et très respectueuse, très directe, les positions qu'ils défendent, les positions que défend le gouvernement et l'ensemble du travail qu'il nous reste à faire. Voilà. Vous avez évoqué vous-même, lors de votre interview, la parole des politiques et leur responsabilité dans les agissements de ces derniers jours. Le président de la République parle de pyromanes indignés lors de son voyage. Est-ce que vous ne prenez pas le risque de jeter aussi de l'huile sur le feu? Non, je pense qu'il y a quelque chose de curieux à penser que ce serait l'expression du gouvernement qui jette de l'huile sur le feu. Encore une fois, j'ai toujours appelé l'ensemble de ceux qui ont une responsabilité publique à être attentifs à leurs propos, car je crois que leurs propos ont du poids. Voilà, c'est le sens de ce que j'ai dit hier et je le maintiens car j'y crois très profondément. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'essaie toujours de m'exprimer avec une certaine nuance et une certaine modération. La loi OR et Parcoursup semblent encore susciter des inquiétudes. Ce matin, l'école normale supérieure est occupée et doit annuler ses cours. Que pouvez-vous répondre à ces inquiétudes? Écoutez, j'observe que l'école normale supérieure formule une inquiétude sur le caractère sélectif de l'entrée dans l'enseignement supérieur. C'est assez savoureux quand on sait le caractère
extrêmement sélective de l'école normale supérieure, mais c'est comme ça, et je le prends avec évidemment beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention. Je veux redire pourquoi cette loi OR existe. Pourquoi est-ce que nous avons décidé de changer le dispositif qui prévalait jusqu'à présent? Parce que l'augmentation du nombre d'étudiants n'avait pas été suffisamment pris en compte, et que le système tel qu'il fonctionnait était un système qui fonctionnait sur la sélection par l'échec et par le hasard. 60% de ceux qui entrent dans l'enseignement supérieur ne réussissaient pas à obtenir au bout des 3 ans leur licence. 60%. Ça veut dire qu'on proposait à une classe d'âge d'accéder à l'enseignement supérieur en lui disant « mais vous ne réussirez pas ». Parce que rien ne sera fait pour que vous puissiez réussir. C'est profondément choquant. Et quand on était dans une filière en tension, comme on dit, c'est-à-dire là où il y avait beaucoup plus de demandes que d'offres, alors on choisissait en tirant au hasard. Au hasard. Je pense que c'est radicalement incompatible et contraire à tout ce qui nourrit à la fois le sens de l'effort du travail dans l'enseignement supérieur et puis d'une certaine forme de méritocratie républicaine. Et donc il nous est apparu qu'il fallait changer le dispositif, le changer complètement et faire en sorte qu'on puisse mieux orienter les lycéens. Bien sûr, le baccalauréat reste le sésame qui permet d'entrer dans l'enseignement supérieur. Bien sûr, le système d'enseignement supérieur a vocation à accueillir tous les étudiants. Mais mieux orienter les étudiants, c'est leur expliquer quelles sont les conditions qui permettent de réussir dans telle ou telle filière. Quels sont les débouchés de telle ou telle filière. C'est proposer à ces étudiants qui choisissent de s'engager dans une filière, alors même qu'il apparaît qu'ils n'ont pas tous les prérequis qui leur permettraient d'y réussir, d'adapter la formation pour faire en sorte qu'ils puissent avoir une chance effective de réussir. C'est ce qu'on appelle le oui-si. Eh bien, je pense que c'est utile. Et nous sommes là encore déterminés. Le Parlement a voté cette loi, nous sommes déterminés à la mettre en œuvre. Je constate qu'un certain nombre d'étudiants, qui d'ailleurs ne sont pas soumis à cette loi qui organise l'entrée dans l'enseignement supérieur, expriment des inquiétudes. Je peux parfaitement entendre les inquiétudes. Je peux même parfaitement entendre les critiques, elles sont légitimes. On peut parfaitement critiquer un dispositif. Ce que je n'accepte pas, et ce que je crois qu'on ne peut pas accepter, c'est les blocages. Le fait que les examens n'aient pas lieu, le fait qu'on revendique pour tout le monde d'avoir 10 sur 20 ou même 20 sur 20 à tous les examens, parce que finalement tout ça compterait pour du beurre. Pas du tout. Moi je prends l'enseignement supérieur au sérieux. Je pense que les étudiants qui travaillent veulent passer leurs examens, veulent pouvoir préparer leur avenir, pas simplement leur avenir professionnel, je dirais leur avenir intellectuel, leur épanouissement intellectuel. L'enseignement supérieur a certes vocation à préparer un avenir professionnel, mais enfin il n'a pas que cette vocation-là. Et donc je respecte trop le travail, l'enseignement supérieur pour considérer qu'il faudrait que, comme ça, par magie, tout le monde réussisse. Ça n'a pas de sens. Donc nous avons pris la décision, en accord avec les présidents de l'université et à la demande des présidents de l'université, de libérer les emprises universitaires de ceux qui les bloquaient. Nous l'avons fait plusieurs fois, nous le referons à la demande des présidents de l'université, car, encore une fois, il est naturel, normal et sain que les examens puissent se tenir dans de bonnes conditions. Voilà. Cette coopération CREPS-université, pour vous, ça risque de se généraliser? Pourquoi vous dites ça risque? Je pense que c'est excellent. Le fait que les universités travaillent avec les CREPS, c'est une excellente chose. Le fait que les universités travaillent avec les autres établissements qui sont des établissements publics, dans lesquels il y a des infrastructures, dans lesquels il y a des compétences, je pense que c'est excellent, que ce soit le CREPS ou tel laboratoire. C'est pas un risque, c'est même une opportunité. Tout ce qui fait que l'université peut utiliser les compétences là où elles existent, s'enrichir des compétences là où elles existent, s'ouvrir aux compétences là où elles existent, est une excellente chose et pour l'université et pour les étudiants. Sur la croissance, Monsieur le Premier ministre, on dit beaucoup que la croissance repart en France. Vous êtes ici dans un territoire rural. Beaucoup d'habitants, beaucoup d'agriculteurs disent ne pas bénéficier de cette reprise de la croissance. Permettez-moi, monsieur, de dire que nous sommes dans le Cher, qui est un territoire rural, c'est vrai, mais qui n'est pas qu'un territoire rural. C'est aussi un territoire très industriel, dans lequel il y a un tissu industriel exceptionnel, avec beaucoup d'innovation, avec une très grande qualité dans la production. Et je ne voudrais pas que, parce que effectivement le Cher est un territoire rural, on oublie cet aspect-là, parce qu'il compte, et il compte pour beaucoup dans la création de richesses, dans le développement du territoire. Donc oui, la croissance repart, je m'en félicite, tout le monde peut s'en féliciter. Cela produit des effets, tout le monde a constaté que le chômage diminuait. Je constate, et après tout c'est comme ça, que quand le chômage diminue, on considère que c'est normal, alors que quand il augmente, tout le monde s'en occupe. Très bien, le chômage diminue en ce moment, c'est plutôt une bonne chose, il faut s'en réjouir. La croissance repart, les investissements repartent, l'attractivité du pays s'accroît, c'est une bonne nouvelle, ça n'est pas fini, il serait fou de s'en féliciter, car il reste encore beaucoup de travail. Il n'y a pas un sentiment de déclassement dans certains départements? Non.